Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 21. Cette chronique sera illustrée par le portrait inégalé, voire inégalable, du penseur et du grand philosophe, qui peut être et visionnaire également. Je n'oublie pas effectivement ces analyses qui aujourd'hui sont terriblement réelles. Donc je voulais parler de ce grand philosophe, ce grand penseur, que peut être Michel Clouscar, qui, à mon sens, et cela n'engage que moi, est une source de référence qui ne tarit pas. Alors, qui est effectivement Michel Clouscar, à part, bien entendu, d'être un professeur honoraire de sociologie de l'Université de Poitiers, et dont, effectivement, c'est on pourra dire ça comme ça, un philosophe marxiste qui qui s'est exécuté, a publié une multitude de travaux, d'ouvrages, qui aujourd'hui sont incontournables, et qui sont réédités par les éditions Delga, et en cela je les salue, car ils ont fait un travail extrêmement profond et incontournable. Donc, pour avoir réédité des ouvrages tels que Néofascisme et idéologie du désir, Le frivole et le sérieux, Néofascisme et idéologie du désir, Le capitalisme de la séduction, La production de l'individu, etc., etc. Bon, Michel Kouskar est né en 1928 à Montpigné, dans le Tarn, et il est, je dirais pour planter le décor, l'auteur des critiques les plus radicales et les plus complètes du capitalisme de la fin du XXe siècle. Il fut également proche collaborateur du Parti communiste français et a tenté, je dirais, de définir les bases d'une société sans classe. Pour lui, le fait radical et démocratique est un élément fondamental. Partant de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, bien entendu, philosophe des Lumières et véritable penseur, contrairement à Voltaire. Accompagnons également son analyse sur Friedrich Hegel et l'incontournable Karl Marx, en s'appuyant également sur Hegel, grand penseur et philosophe allemand. Bref, Kluskar estime que leurs croyances respectives s'inscrivent dans la même ligne. Il a su faire ce qu'on appelle le judicieux compromis entre Jean-Jacques Rousseau, Hegel et Marx. Alors Kluskar définit Rousseau comme un précurseur du socialisme démocratique, le fondateur des concepts moraux et des définitions modernes de l'égalitarisme et même, je dirais, de la liberté, opposé à l'école du néo-kantisme, euh, de Jean-Paul Sartre par exemple, ou de Jacques Lacan. Alors, soyons bien précis sur les termes, hein. Il y a néo-kantianisme et il y a néo-kantisme. Bien que les deux en apparence se ressemblent, il y a je dirais, des petites nuances. Bon, ceci n'est pas la question et ce n'est pas le but de cet audio. Donc, comme je le disais, Kloskar avait une multitude d'adversaires, d'opposés, le mot serait un peu fort. Donc, j'ai énuméré quelques-uns. Je n'ai pas oublié, bien entendu, Michel Foucault ou même Claude Lévi-Strauss ou même Roland Barthès, hein, fondamentalement, je dirais, contre-révolutionnaire selon lui. Alors Kluskar leur reproche d'avoir déformé la notion de la liberté et poserait à partir de 1972 les bases de sa critique sur le nouveau visage du capitalisme,
qu'il qualifierait, puisque ce terme vient de lui, puisque même Cohn-Bendit le revendique, ce qui est assez hallucinant quand on y réfléchit. Donc ce fameux terme de libéral libertaire. Kluskar dénonce également, je dirais, l'intérêt de la gauche pour le capitalisme, et surtout à partir de François Mitterrand, où la gauche est passée aux affaires, après 3 ans de partage du pouvoir avec les communistes. Bref, Kluskar définit le capitalisme qui a tourné, comme je viens de préciser, à gauche sur un plan politico-culturel et tourné à droite au niveau économique et social. En fait, tout a commencé finalement au fond en mai 68, puisque un documentaire a été fait sur sa personne qui s'intitule, que je vous conseille de visionner, s'intitule Tout est permis mais rien n'est possible. Alors si Kluskar s'est déjà fait un nom grâce à sa thèse de doctorat qui est L'être et le code, édité effectivement en 1972, aidé par la direction du célèbre sociologue marxiste Henri Lefebvre, c'est l'année suivante que sa pensée, je dirais, révèle euh, dans le pamphlet, ce brûlot contre le freudo-marxisme, parmi lesquels il a classé bien entendu Gilles Deleuze et Herbert Marcuse. Il livre une analyse imparfaite mais révolutionnaire de mai 68 et ses conséquences pour la société française. Il nous fait comprendre que la société de l'époque, et plus particulièrement des bobos, c'est-à-dire on n'en est pas encore au Bottra, hein, c'est-à-dire nous sommes encore dans la conception des bobos. Donc les bobos pouvaient incarner à l'époque des gens comme Bendit ou comme Guesmar, qui émanaient de milieux, je dirais, bourgeois. Euh, on définit comme idéologie l'ultra-consommation auprès des classes laborieuses. Ce qui, finalement, au fond, allait devenir par la suite l'amorce d'une société de consommation et d'ultra-capitalisme. Donc l'Oscar, en cela je dirais, on peut le qualifier de visionnaire. Si on peut planter le décor et réfléchir, si le PCF, tout comme la CGT, qui a soutenu le mouvement ouvrier, hein, premier mouvement social du XXe siècle, dont on se souvient, avait longtemps méprisé le mai 68 de l'étudiant qualifié de révolution bourgeoise, est coupable, selon lui, de mener à l'hégémonie du parti de l'extrême gauche, dont effectivement le mouvement fut marqué par les inspirations contradictoires, et c'est dans ces contradictions, finalement, au fond, qu'a émergé ce que j'appelle une classe euh, de gauche capitaliste. Kluskar définit également que si tout s'était marqué par le même hédonisme et une partie non négligeable des étudiants influencés par les idées de Cornelius Castroiardi, Henri Lefebvre et Guy Debord, qui tentèrent de faire revivre l'esprit de la commune, combattaient par exemple la société naissante du spectacle. Pourtant, ce péché originel de Kluskar ne l'empêche pas de tirer de bonnes conclusions sur les conséquences qu'il nomme le 1789 de la classe moyenne. Pour Kluskar, mai 68 était avant tout la révolution des nouvelles classes moyennes éduquées qui cherchaient à dominer la société et bien entendu à s'enrichir. Il a vu là le point culminant d'une ère qui a commencé avec un plan Marshall, ce, ce que Kluskar appelait les 30 honteuses et ce que d'autres ont appelé les 30 glorieuses, en aidant les pays européens, a fortiori les Américains ont permis aux vieux continents, je dirais, d'accéder à leur modèle consumériste, qui aujourd'hui est devenu incontrôlable et qui est entré en conflit avec, je dirais, le capitalisme d'État de l'époque. Un nouveau marché du désir a pris le pas et qui est né, ainsi qu'une nouvelle classe moyenne. Et selon lui, selon Kluskar,
le mouvement étudiant a marqué l'avènement de ce dernier. Il a ainsi, je dirais, expliqué qu'il agissait dans une lutte opposant trois personnages symbolisant chacun une classe dominante, différente, une sorte de jeu de rôle entre le père sévère, qui pouvait représenter à l'époque l'autorité suprême en la qualité de Charles de Gaulle, le vilain enfant, ce qu'on appelle l'irréductible, incarné par Cohn-Bendit, et le débonnaire libéral, qu'on pourrait appeler Georges Pompidou. Pour Kluskar, l'étudiant mai 68 était l'alliance astucieuse du libéral et du libertaire pour liquider l'ancien ordre qui devait partir. Ce n'est pas un hasard qu'après De Gaulle, un, je dirais, un fondé de pouvoir de la banque Rothschild prit, je dirais, les instances de l'État et dont le jeune Valéry Giscard d'Estaing organisa finalement au fond la première, je dirais, la première liquidation de l'État. Bon, ceci étant, revenons à Kluskar. En réalité, si le président de la République représentait la bourgeoisie traditionnelle dont les valeurs servaient de rempart contre le capitalisme sauvage, c'est pour ça que je vous invite à lire les mémoires de De Gaulle, hein, en 2 volumes, qui sont assez intéressantes, les mémoires politiques et les mémoires de guerre, pour vraiment bien comprendre aussi également la partie, je dirais, de l'ancien ordre. Alors, sans représenter une alternative anticapitaliste, on peut encore en dire, autant les deux autres candidats, le vieux Premier ministre ex-annuaire général de Gaulle, euh, qui bien entendu, on le sait pertinemment, a quitté le pouvoir en jetant l'éponge, enfin du moins en jetant la serviette, ce serait peut-être plus le terme. La mise en place d'un individu de la banque d'affaires de Rothschild qui préfigure, qui met en place petit à petit l'arrivée du néolibéralisme, c'est-à-dire le capitalisme inhumain qui subjugue les hommes en les soumettant au désir compulsif de la consommation, dont aujourd'hui nous en sommes les victimes plénipotentielles. Mais ce tournant du capitalisme traditionnel au capitalisme libéral a été freiné par le conservatisme gaulliste, qui a dû détruire, je dirais, qui représentait un danger, donc il a dû détruire à tout prix. C'est alors que, je dirais, Dany le Rouge intervient, le libéral libertaire. Petite anecdote, aujourd'hui, comme Bendit avoue ouvertement avoir eu des contacts avec les CIA pendant les barricades, ce qui est, à mon sens, amplement révélateur, puisque anti-Union soviétique, il s'était rangé auprès de ceux qui, bien entendu, voulaient la peau absolument de l'URSS. Bon, cela est encore un autre débat. Donc, pour Cohn-Bendit et je dirais les consorts, la libéralisation totale de la morale qu'il préconisait permettait l'émancipation des Français de leurs anciennes valeurs. Certaines étaient assurément étouffantes, on ne peut pas le nier, mais surtout pour les soumettre à l'idéologie de la consommation des masses. C'est ce que proposaient justement différents mouvements de gauche financés par des think tanks américains, où il fallait orienter, je dirais, la classe ouvrière vers plus de consommation et plus de promesses à l'acquisition du matériel, plutôt que les éduquer, les instruire sur leur réalité de combat et de classe. Bref, ce libertarianisme qu'on pourrait qualifier, qui n'a rien à voir avec le libertarianisme authentique, qui défend une libéralisation de la conscience de classe au profit de fringales satisfaisantes, la séduction du capitalisme pourrait alors atteindre son apogée et l'illusion consumériste semblerait insurpassable. Mai 68, ensuite, a annoncé la scission du gâteau entre trois puissants du consensus,
la social-démocratie, le libéral et le libertaire. À la première, ils ont laissé la gestion administrative, à la deuxième, la gestion économique, et enfin, à la dernière, les mœurs nécessaires à l'avènement du marché du désir. La conséquence en fut l'assujettissement sans précédent dans une société où tout semble permis, mais en réalité rien n'est possible. Bref, euh, ce qui m'amuse d'une manière générale, c'est d'entendre beaucoup d'ultra-capitalistes et libéraux qui ont des prétentions territoriales, des conceptions sur l'immigration, des notions, je dirais, de souveraineté, alors que dans cette conception-là, il fallait détruire tous les éléments qui permettaient à un peuple, je dirais, de se défendre, de garantir, je dirais, l'appropriation de sa vie, de son vécu, bref, de son avenir. Bien entendu, la jouissance social-démocrate libertarienne comme condition, je dirais, de productivisme, n'a pas échappé à ce qu'on appelle, bien entendu, par votre conséquence, l'inflation, le chômage, etc. Et la liste serait longue et fastidieuse. Pour Kluskar, par exemple, néo-capitalisme est une jonction entre séduction, désir et à la fois répression. Vous savez, un petit peu comme la main de fer dans un gant de velours. Kluskar est principalement, je dirais, consacré à l'analyse de la mutation de la société de consommation mise en place après mai 68. Rappelez-vous ce fameux interdit d'interdire où tout est permis, qui finalement, au fond, ne fut qu'un leurre. Cela ressemblant parfois à celle des autres ex-doctorants d'Henri Lefebvre, comme par exemple Jean Baudrillard. Il est notamment représenté par son ouvrage majeur, Le capitalisme de la séduction. Ouvrage que je vous invite à lire, fortement conseillé pour bien comprendre aujourd'hui ce que peut être la critique de la social-démocratie. Ce livre a été publié en 81, au début de l'ère Mitterrand, ainsi que de la modernité, Rousseau ou Sartre, publié en 83, réédité en 2005 sous le titre de Critique du libéralisme libertaire, généalogie de la contre-révolution. Et bien entendu, dans les métamorphoses de la lutte contre, je dirais, la lutte contre les classes en 1996. Selon, je dirais, le marxiste, le capitalisme a tourné à gauche au niveau politico-culturel et a tourné à droite au niveau économique et social. Donc cette combinaison a permis une création d'une social-démocratie libertaire, qu'il a également appelé le libéralisme libertaire, un peu à l'image de ce que Günter Graft avait dénoncé dans ce qu'on appelle le, je dirais le libéralisme social de marché, qui n'a pas fonctionné du reste en Allemagne. Alors, revenons à Kluskar sur cette conception, je dirais cette vision, cette description marxiste du capitalisme comme mouvement perpétuel qui déteste la stabilité et n'a jamais été plus pertinente. Aujourd'hui, les nouvelles classes moyennes ont joué un rôle fondamental dans ce nouveau mode d'organisation et elles en payent le prix, car elles ont été l'élément moteur je dirais, de l'organisation de la production. Alors bien qu'elle ne possédât ni capital ni moyens de production, cette partie de la classe ouvrière était chargée de la direction, du côté culturel bien sûr j'entends, et de la gestion du côté économique du libéralisme libertaire. Alors jusqu'à présent, la répression avait permis au capitalisme de se mettre, je dirais, en place, et c'est par la séduction et le développement d'un nouveau marché du désir que le capitalisme a réellement décollé. Rappelez-vous un petit peu la discussion entre ces gars-là et Kluskar. Je vous l'invite à aller la regarder. Je crois qu'elle fait 15 minutes à peu près.
dans l'émission d'Apostrophe de Bernard Pivot, et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous expliquer. La différence entre un philosophe et puis un sophiste. Maintenant, pour Kluskar, l'individu a appris à consommer dès son plus jeune âge, à continuer, je dirais, euh, euh, oui, on pourrait dire ça, à consommer dans l'enfance, puis à nouveau en tant qu'adulte, une nouvelle culture, je dirais, de masse, faussement subversive. Kluskar a parlé, a bien défini de subversion subventionnée, et alors était créé, notamment, je dirais, pris forme tout d'abord dans le rock'n'roll, hein, n'ayons pas peur de le dire, cette musique faussement subversive, d'une révolte bien contrôlée, qui a succédé bien entendu au jazz, au jean, au flipper, aux cheveux longs, ainsi qu'à la consommation, même si son image idéologique prétend le contraire. Dans ce contexte de la libération sexuelle, c'est rapidement transformé en libération, je dirais, des mœurs, intégrée au capitalisme, qui l'a transformé les femmes, je dirais, en produits de consommation de sexe, faisant fi et ridiculisant bien entendu tout esprit de maternité. Alors, cette apparente, je dirais, homogénéisation de tous les membres de la société en consommateurs masque en fait une réalité qui est une lutte encore vivante. L'intégration pour la consommation s'accompagne en fait d'une différenciation des modes de vie. Kluskar nous explique ainsi que, alors je dirais que cet égalitarisme de la différence autorise un autre système hiérarchique, alors qu'il prétend dépasser les hiérarchies de classe, il renforce par des hiérarchies banales à chaque instant un signe, je dirais, qui signifie une barrière et un niveau, voire même une cascade de différences, une cascade également de mépris et, je dirais, de snobisme. Nous avons aujourd'hui effectivement une société d'hyperclasse. Même si nous essayons de croire en la doxa du système mondialisé tel qu'il est établi, où il n'y aurait pas de classe, effectivement, il y a une classe oligarchique et puis une très grande classe, je dirais, de va-nu-pieds. Alors, Kluskar nous précise également que ce système est permissif vis-à-vis du consommateur et répressif vis-à-vis du producteur. Ce qui signifie que la consommation est faite au profit et du détriment, bien entendu, des travailleurs. Ces derniers sont en effet maintenus dans un état de désir constant, sans pouvoir joindre cette consommation réelle dont la société aujourd'hui fait rêver. Nous retrouvons effectivement dans cette formule où tout est permis mais rien n'est possible, qui prend sens et qui nous interroge, mais Kluskar lui-même sait que ce capitalisme de la séduction n'est que transitoire, et pour cette raison, il a prophétisé depuis 1981 que la crise révélera la nature profonde de ce système, qui bien entendu, la conséquence sera d'une part l'austérité, la répression économique des travailleurs, essentiellement la classe ouvrière, que maintenant on n'appellerait plus classe ouvrière, mais les classes, je dirais, laborieuses, ou les pauvres, n'ayons pas peur de dire les pauvres travailleurs, comme, comme un corollaire, non seulement pour les maintenir, mais pour développer la consommation, je dirais, social-démocrate libertaire, c'est cependant toute la période de crise que naît l'idéologie de l'information au service de la plaisanterie. Rappelez-vous le rire établi par Voltaire, c'est cet élément qui discrédite à tous azimuts certaines règles fondamentales et respectables. Dans la mesure où, je dirais, l'austérité s'aggrave, les revenus des industries du tourisme, du plaisir, des loisirs augmentent,
il semble être inversement corrélé à la jouissance de la social-démocratie libertaire, comme condition, je dirais, du productivisme, de l'inflation, du chômage. Également la délinquance, qui est un effet, je dirais, incontournable du capitalisme, puisque tout le monde ne peut pas avoir, je dirais, les moyens de ce que la société fait état et publicité, et donc bien entendu, la délinquance va de pair avec les sociétés, et néanmoins je dois le dire, en ayant vécu dans ces régimes, les démocraties populaires de l'autre côté du mur de Berlin n'avaient pas de problème avec la délinquance, car le système garantissait à tout à chacun sa place dans la société. Alors après, on peut discuter sur les conceptions de la liberté, mais c'est un fait à souligner. Bref, nous sommes, comme disait Kluskar, dans un jeu de dialectique. Alors pour lutter contre le capitalisme et résoudre la lutte de classe, qui devait être réactualisée, Kluskar a su dépasser l'analyse simple pour proposer des solutions à la fois originales, mais étonnamment, je dirais pour un marxiste, la défense par exemple de l'État-nation, faisant des références euh, à Jean Moulin, au Conseil national également de la Révolution, pardon, de la Résistance, euh, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Également, sa conception de l'État-nation que Gastaud aujourd'hui essaie de réintégrer dans sa conception du marxisme est un élément fondamental, où effectivement Kluskar a bien compris que la nation pouvait être, je dirais, le bien que le pauvre, ou l'État que le pauvre peut avoir, je dirais, de plus cher. Son combat, sans jamais se transformer en nationalisme mondain ou en nationalisme de rejet. Alors à ce sujet, il place, je dirais, euh, sa, sa définition plus du côté de Rousseau et de Hegel que de Marx. Comme le premier, il pensait que l'État est le seul organe légitime à maintenir la liberté et l'égalité des citoyens. Comme, je dirais, le second, il pensait que l'État-nation était une construction historique difficile à dépasser sans être la fin de l'histoire. Finalement, il pensait que le capitalisme ne pouvait être subjugué que par le contrat social du citoyen. L'économie, depuis la Révolution de 1789, de grands projets n'ont été obtenus que par l'État-nation. Donc le surmonter aujourd'hui n'est pas souhaitable. Le capitalisme libéral ne s'exprime sous sa forme moderne qu'à travers la mondialisation, voire même de l'Union européenne, qui détruit toute marge de manœuvre économique et qui empêche les États, finalement, au fond, d'avoir une certaine souveraineté et de pouvoir définir leur avenir. Il explique également, ainsi que dans une interview au quotidien communiste L'Humanité de l'époque, que l'État était une instance superstructurale de la répression capitaliste. C'est pourquoi Marx le dénonce, donc c'est pour ça que je parle encore une fois que Kluskar a tout à fait raison, réactualisation, réactualiser la pensée de Marx, qui effectivement à son époque l'État était l'élément de répression capitaliste, et dont aujourd'hui l'État peut être l'élément de défense. Bon, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est tout le contraire. Alors que l'État-nation pouvait être le moyen d'oppression d'une classe par une autre, il devenait finalement au fond le moyen de résister à la mondialisation, car aujourd'hui nous sommes dans des nouveaux éléments, une nouvelle donne. C'est un jeu de dialectique et c'est pour ça en cela Kluskar comprenait le danger de la monnaie unique et s'est engagé, je dirais, contre le traité de Maastricht et pour la défense de la souveraineté nationale, seule défense, je dirais, d'une réelle, je dirais, souveraineté populaire. Kluskar est, à mon sens, l'individu, le penseur de notre époque qui a été caviardé, qui a été effectivement boudé par les médias, et pour cause, les médias aux ordres de la finance, et il a non seulement défendu une éthique incarnée dans la production morale des conditions d'existence, baptisée sur de l'éthique, de la praxis, et
cela sans être loin d'un nouveau moralisme tel qu'on pourrait le comprendre. Il fonde un équilibre entre production et consommation afin de rendre équitable la relation entre producteurs et consommateurs. Finalement, au fond, Kluskar a su, je dirais, résoudre certaines contradictions posées par le conflit de classe. Il a proposé également, je dirais, la création d'une chambre des représentants du monde du travail, où les grandes options pour la société seraient débattues, une sorte de parlement collectif de travail, qui aurait pour objectif de permettre l'autogestion démocratique des travailleurs dans leur ensemble. Finalement, au fond, Kluskar nous a tracé des lignes euh, que nous devrions effectivement pouvoir exploiter afin de continuer son œuvre, car effectivement, il nous a bien fait comprendre quels étaient les éléments et les défis euh, que la société, aujourd'hui mondialisée, nous impose. Voilà, je vous remercie. C'était un petit hommage à Michel Clouscar. Je devais le faire, c'est une évidence. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.